Theresa May vient donc d'annoncer la formation d'un gouvernement suite des élections générales, bien sûr, au Royaume-Uni. Gouvernement de coalition avec un parti nord-irlandais, étonnamment pro-européen et anti-Brexit. On va tout de suite retrouver Magali Barthès à Londres. Magali, qui sont ces 10 députés nord-irlandais ? Donc ce sont les unionistes d'Irlande du Nord, 10 députés, un parti qui, il y a un an, a voté pour le maintien dans l'Union européenne, comme une grande majorité d'ailleurs des Irlandais. Ils vont monnayer évidemment très cher leur soutien et ces 10 députés qu'ils ont désormais au Parlement et obliger très certainement Theresa May à revoir à la baisse toutes ses ambitions d'un divorce radical avec l'Union européenne. Theresa May, elle voulait arriver en position de force face aux Européens pour ces négociations qui commencent maintenant dans 10 jours. Elle se retrouve désormais l'otage d'un petit parti. Est-ce tenable ? C'est la question que tout le monde se pose, notamment ici sur cette pelouse en face de Westminster où sont massés beaucoup de journalistes. Tout à l'heure, on y a croisé un député conservateur perplexe qui nous disait ne plus comprendre le vote de l'électorat. Et il faut dire qu'un an pile après le vote en faveur du Brexit, on a l'impression que ce camouflet infligé à Theresa May peut être interprété comme un rejet du Brexit radical dont elle se veut la championne. On rentre vraiment dans une période de grande incertitude, d'instabilité, que ce soit au Royaume-Uni, mais aussi dans l'Union européenne. Merci Magali, merci à Hélène Bonnet qui vous accompagne. Brigitte Hadès, vous êtes directrice du site de la revue politique internationale. Magali se posait la question, et on se la pose tous, est-ce tenable cette coalition entre Theresa May, partisan d'un Brexit dur, et puis ce parti nord-irlandais pro-européen et qui était anti-Brexit ? Les Anglais sont très pragmatiques. Et n'oublions pas que Theresa May était pro-rester dans l'Union jusqu'au moment où il y a eu le Brexit. Donc elle n'a pas des convictions gigantesques. Là-dessus, elle était pragmatique. Quand elle a vu que les gens voulaient partir de l'Union européenne, elle l'a fait. Elle était prête à mener le Brexit dur. Maintenant, les raisons pour lesquelles le parti DUP était très important, le parti unioniste veut absolument rester dans l'Union, parce qu'ils sont très concernés par les frontières. Ils ne veulent pas de frontières trop fortes entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, parce qu'il y a eu une réconciliation depuis 10 ans à peu près, et il n'y a presque plus de frontières. Et tout d'un coup, ils veulent en remettre. Donc ça inquiète beaucoup parce qu'eux, ils sont partisans de cette réconciliation. Donc évidemment, elle va revoir à la baisse ses ambitions du Brexit. Mais je pense que le DUP, maintenant, est obligé de faire le Brexit aussi. Je pense qu'ils vont tous faire le Brexit, mais un Brexit mou, un Brexit négocié, qui finalement fait l'affaire des Européens. On est loin du Brexit dur que souhaitait Theresa May en s'alliant avec ses Nord-Irlandais. C'est quand même un peu la bouteille à l'encre. On avait bien compris que Theresa May avait provoqué cette espèce de nouveau référendum contre elle, pour garder uni le Parti conservateur, c'est-à-dire faire taire le tiers du parti qui est devenu quasi enragé, et puis se débarrasser aussi du UKIP. Alors, le référendum l'an dernier avait tourné à la surprise générale au Brexit. Celui-ci, le peuple donne l'impression de se désavouer parce que le sujet n'a pas du tout été le Brexit, mais la conséquence, c'est que c'est le Brexit qui revient comme par effet boomerang au milieu de la table. Qu'est-ce que ça va être ? Il y a un délai qui est extraordinairement court. C'est-à-dire qu'il y a les élections allemandes qui arrivent en septembre. Il y a un compte à rebours qui est lancé depuis le 29 mars. Il faut boucler tout ça dans 2 ans, pardon. Et en réalité, ça laisse 7-8 mois pour discuter des sujets, mais qui sont épouvantablement compliqués et techniques. On a entendu ces derniers mois à la fois Jean-Claude Juncker et Michel Barnier, le président de la Commission et le négociateur en chef, beaucoup se moquer, railler Theresa May. Quand ils quittaient Londres, ils ont quitté Londres en disant, mais visiblement, ils n'en revenaient pas de l'impréparation des Britanniques et de l'arrogance de la posture de Theresa May, du gouvernement britannique, au début de la négociation. Et ils ne comprenaient pas très bien, ils avaient l'impression qu'elle se tirait une balle dans le pied. Ce que disent aussi les experts, d'ailleurs. Aujourd'hui, les faits semblent leur donner raison. Mais il ne faudrait pas avoir... on entend d'ailleurs à Bruxelles une sorte de joie mauvaise, et on se réjouit un petit peu quand même de
de l'échec aujourd'hui de Theresa May. Mais en même temps, tous ces gens sont extraordinairement perplexes sur la façon dont ils vont maintenant négocier avec les Britanniques un divorce qui devient mais vraiment très très compliqué, parce que non seulement elle a affaibli sa main, non seulement elle est délégitimée à l'intérieur de son pays, elle a été... c'est vraiment un désaveu qu'elle vient de subir, un désaveu personnel. Mais en plus, elle se retrouve avec un allié qui lui-même n'est pas sur la même ligne de discussion. Très compliqué, en fait, vraiment. Il faut voir que les Britanniques, en fait, elle paye pour les 48% des Britanniques qui étaient pour rester dans l'Union, qu'elle a complètement ignoré pendant les 6 mois ou 8 mois qu'elle a gouverné. Et elle paye parce qu'en fait, ces gens-là, même à Londres, Londres était largement pour rester dans l'Union, ils sont tous votés Labour, des travaillistes. Kensington and Chelsea, Knightsbridge, des fiefs quand même conservateurs, et même aussi C'est de la vengeance. Canterbury. Mais non, c'est pas de la vengeance, c'est qu'ils ont voulu l'affaiblir. Parce qu'elle voulait un mandat pour pouvoir faire son Brexit dur. Ils ont voulu l'affaiblir. C'est par prévention en quelque sorte. Par prévention. Ils savaient bien que le Labour ne passerait jamais, les travaillistes n'allaient pas passer. Mais ils savaient qu'en lui enlevant sa majorité absolue que Cameron avait obtenue en promettant un référendum. N'oublions pas que le Parti conservateur anglais est déjà totalement divisé depuis longtemps. Donc finalement, on assiste à quelque chose qui était prévu d'avance quelque part. Ouais. Le Parti conservateur était divisé. Ils sont plus ou moins rassemblés sous le Brexit. Et là, de nouveau, ils sont divisés. Voilà. Donc l'opinion publique, de toute façon, a incorporé le fait qu'il y aurait bien un Brexit. Hein, oui, voilà. Le tout, c'était de savoir quelle puissance on donnait, en quelque sorte, à Theresa May. Voilà. Et simplement, si on en doutait encore, pour ceux qui en doutaient, il y aura bien une négociation sur le Brexit. C'est ce qu'a dit il y a tout juste quelques instants Theresa May. Nous allons former un gouvernement qui peut garantir la stabilité et qui nous apporte des certitudes pendant ces moments difficiles que traverse notre pays. Ce gouvernement va guider le pays sur les négociations du Brexit, qui commenceront dans 10 jours et conformément aux volontés du peuple britannique, qui va faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Nous allons travailler pour que notre nation soit à nouveau protégée en mettant en place les réformes que j'ai annoncées après les tristes attaques de Manchester et de Londres menées par des fanatiques habités par une idéologie extrémiste. Nous avons besoin des compétences nécessaires pour aborder et remplir la promesse du Brexit. Je serai la première ministre du prochain gouvernement qui amènera la prospérité et donnera la possibilité à chacun de participer à cette prospérité dans le cas d'un pays uni. Ce dont le pays a besoin avant toute chose, ce sont des certitudes. Nous sommes le parti ayant eu le plus de votes et de sièges. Il nous appartient donc de former le nouveau gouvernement. Alors avant d'analyser ces propos, on va rappeler, parce que Theresa May donnait les résultats sans citer de chiffres, mais enfin que les conservateurs arrivent en tête. Ils n'ont pas la majorité absolue, ils ont 318 sièges, la majorité absolue étant à 326. Les travaillistes n'en ont que 261, mais évidemment, les travaillistes gagnent 29 députés, les conservateurs en perdent 12. On reviendra sur ces résultats. Mais Theresa May, c'est intéressant ce qu'elle dit, parce qu'elle parle du Brexit. On se focalise un petit peu sur le Brexit, mais elle ne parle pas que du Brexit. Elle parle de sécurité, des attentats, d'un pays uni. C'est le multiculturalisme dont elle a tant parlé le week-end dernier après les attentats. La suite pour Theresa May, à part le Brexit. Elle aura observé probablement que les électeurs sanctionnent aussi sa politique d'austérité. Et il y a un appauvrissement des classes moyennes. Déjà, le Brexit commence à se faire sentir aussi avec un peu plus d'inflation, un descente du pouvoir d'achat avec la livre qui est descendue. Et donc, les Anglais souffrent déjà un tout petit peu du Brexit. Les prédictions économiques sont mauvaises, même si pour le moment, les marchés sont encore très positifs, parce qu'il n'y a pas eu de négociation. Oui, donc, la bourse a ouvert en hausse, la livre sterling baisse un peu de 1% à peu près, ce qui est normal. Bon. Mais ce qui est important, c'est que malgré tout, les conservateurs vont lui laisser les mains libres parce qu'ils ont besoin, ils sont calculateurs, ils se sont dit, on ne va pas commencer à diviser le parti, on est déjà assez affaibli comme ça, donc ils vont lui laisser quand même jusqu'en octobre le champ pour négocier un Brexit plus soft, mais un Brexit quand même, parce qu'ils ont vraiment un respect en Angleterre pour les votes. Et donc, comme le Brexit a été voté même à 48%, 52%,
tous les Anglais se sont ralliés à cette volonté générale. Ne voit pas que le Parlement anglais date du XIIe siècle. Et donc, c'est pas comme chez nous. Et donc, ils sont extrêmement... ils sont très respectueux des... C'était avant l'intrusion des chaînes d'information continue. C'est-à-dire qu'ils ont un grand respect pour la volonté populaire, mais on vient quand même de voir 2 premiers ministres coup sur coup se tirer une balle dans le pied en organisant un vote. Oui. C'est-à-dire Cameron, avec son référendum, ça a été la sortie. Et Theresa May, avec ses élections anticipées, c'est pas la sortie, mais elle se retrouve considérablement affaiblie. Alors justement, c'est intéressant. Dans les 2 cas, ils ont été désavoués par leur opinion publique. Est-ce que c'est une bonne idée, quand on est responsable à la tête d'un pays, de faire appel au peuple pour consolider, pour avoir des moyens? C'est le syndrome Villepin-Chirac-Juppé. C'est le 97, de fatalité 97. Vous pouvez rajouter à ça qu'il y a aussi la fatalité 2004, parce que les attentats ont sans doute joué quand même un rôle. C'est assez frappant de voir quand même la campagne qui a été menée au lendemain de cette tuerie, cette double tuerie, par l'opposition, reprochant notamment à Theresa May, du temps où elle était ministre de l'Intérieur, d'avoir taillé dans les effectifs et d'avoir supprimé 10 000 postes. Mais est-ce qu'elle a même pas grand-chose à voir entre les plantons, si vous voulez, entre les bobbies qui font des rondes et le travail de renseignement qu'implique la lutte antiterroriste? C'est pas exactement les mêmes poulets quand même. Ouais, Bobby, généralement non armé d'ailleurs, ce qui est un autre thème de débat au Royaume-Uni. Je veux dire, on peut se demander jusqu'à quel point, on peut quand même se poser la question de savoir jusqu'à quel point ces attentats terroristes auront eu un impact sur le vote des Britanniques. Alors justement, c'est la question. À part le Brexit, quels thèmes ont occupé? Parce que là, on se focalise vraiment sur le Brexit, mais il n'y a pas eu que ça durant la campagne. Loin de là. Justement, vous avez raison. Je pense que le fait qu'elle ait coupé 19 000 postes de policiers a joué à des faveurs. Ce n'est pas les attentats eux-mêmes, c'est fataliste un peu, le fatalisme des attentats, mais c'est le fait qu'elle ait coupé dans les... Et surtout qu'elle a coupé dans des policiers qui étaient importants pour comme les renseignements généraux en France, qu'on a aussi coupé nous-mêmes d'ailleurs par erreur. C'est des polices un peu à la Napoléon III qui quadrillent un peu les quartiers, qui sont là pour quand même vérifier si on n'a pas une indication quelconque sur un personnage qui est un peu en train de dériver. Donc c'est des choses importantes. Mais finalement, alors oui, finalement, malgré tout, les policiers sont très bien intervenus en 8 minutes. C'était formidable, contrairement à nous qui avons mis des heures pour arriver au Bataclan, il faut le dire. Donc ils sont très efficaces. Mais malgré ça, effectivement, ça lui a coûté. Donc je pense que le côté sécurité, counter-terrorisme, tout ça, c'est définitivement quelque chose qui joue et qui va jouer maintenant qu'elle va vouloir probablement faire des choses dans ce sens pour se racheter un petit peu. L'austérité, ça c'est sûr. Elle a fait une erreur absolue, c'est elle avait commencé par faire un manifeste social, qui était une idée qu'elle avait eue avec une volonté de taxer les gens qui avaient plus de 100 000 livres. À partir de cette phase-là, quand on veut laisser de l'argent à ses enfants, il fallait avoir une taxe pour la dépendance. Parce que c'est vrai que les gens vieillissant de plus en plus, ils auront besoin de trouver des fonds là-dessus. Mais les gens étaient furieux. Après, elle est revenue en arrière parce qu'elle avait gardé ce statut, ce montant, mais elle est revenue en arrière sur d'autres montants en disant qu'elle n'était jamais revenue en arrière. Donc là, les Anglais... Manque de lisibilité, ce qui n'est jamais bon durant le campagne. Les Anglais l'ont trouvé formidable. À partir du moment où elle a fait ça, ils l'ont plus aimé du tout. Il n'y a pas eu que le Brexit. Pour revenir d'un mot quand même, en avril dernier, quand elle annonce ses élections, elle a 20 points d'avance dans les sondages. Tout le monde la trouve extrêmement brillante. Et là, on est au mois de juin, rappelons-le, elle est en tête, elle va former un gouvernement, mais elle n'a pas la majorité absolue. Est-ce que d'un point de vue politique, je croyais que vous alliez me demander si c'était la même chose en France. Mais je ne suis pas madame. On verra ça dimanche, mon cher Vincent, et dans 10 jours. C'est vrai qu'elle est très populaire, mais il faut dire tout de suite que les instituts de sondage en Grande-Bretagne ne valent pas les bookmakers et qu'ils ne valent certainement pas les instituts de sondage français. Donc ils n'ont pas cessé de se tromper. Les 20 points, effectivement, il n'en reste pas grand-chose. Après une campagne qui a quand même été une campagne médiocre, une campagne mauvaise, tout le monde le dit. Tous les Britanniques reconnaissent, les conservateurs, qu'elle n'a pas su trouver le ton juste, la bonne distance. Elle a fait une campagne prudente, en affrontant des petits, jamais de grandes messes et grandes effusions populaires. C'est un personnage très froid. Elle a les défauts de ses qualités, ou les qualités de ses défauts. Là, on l'a vu impavide aujourd'hui.
elle donne l'impression d'être inentamée. Bon, évidemment, autrement, c'est un frigidaire. Hein, Flegme britannique. Oui, elle a tellement tant de flegme qu'elle ne suscite pas effectivement l'empathie. Elle le paye quand même dans les urnes. Et plus les attentats. Mais le Brexit, qui était quand même le sujet, c'est vraiment au cœur du problème. Je veux dire, on arrivera toujours sur le nombre sur les attributs, sur le budget à donner au ministère de l'Intérieur, ils arriveront toujours à s'entendre. Mais la question de savoir quelle négociation on mène, la double négociation, puisqu'elle a refusé l'union douanière, ça va vraiment être une histoire très compliquée, très difficile, qui va coûter très cher. Et on rentre dans un domaine, en plus, où on ne sait pas très bien, personne ne sait très bien où on va. Avec le risque que de la même manière qu'il y a des opérations qui sont gagnant-gagnant, là vous avez risqué d'avoir une opération qui sera loser-loser pour les Européens et les Britanniques. En tout cas, une certitude, ce résultat aura un impact, c'est ce qu'a dit Pierre Moscovici, commissaire européen ce matin. Ça ne sera pas sans impact, sans doute, sur l'esprit des négociations, sur la donnée politique des négociations, mais ça ne remet pas en cause, non, l'ouverture des négociations, et nous sommes prêts à le faire sur une base qui est une base ferme, mais amicale. Voilà, ferme et amicale. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. Tout est dit dans ces deux mots. Est-ce que les Britanniques peuvent s'attendre à des jours difficiles ? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, pardon pour l'expression, mais de tordre le bras un petit peu aux Britanniques, à Theresa May ? C'est-à-dire que la première des négociations qui va commencer dans 11 jours, peut-être ils vont retarder parce que ce n'est pas une date fixée. C'est fixé, mais ça peut être retardé. Mais en tout cas, la première négociation, ça va concerner, ils appellent ça le divorce financier, c'est-à-dire qu'on va leur faire payer, on va leur imposer un chiffre. Et 100 milliards annoncés par Juncker sont énormes. Elle refuse de même d'y penser, elle ne voulait même pas en parler dans les débats pendant les élections. Elle est furieuse. Mais 100 milliards qu'on explique, juste, il vient d'où ce chiffre ? Alors, on explique parce que finalement, le budget doit finir jusqu'en 2022. Il y a le budget. Alors donc, c'est comme si vous aviez un appartement, vous aviez des traites, et puis finalement, vous dites, je lâche mon appartement, je ne vous dois plus rien. Ils sont obligés ils doivent l'argent jusqu'à la fin de C'est la contribution des Britanniques au budget européen jusqu'en 2022, même s'ils sortent avant. Voilà. Et rendre l'argent qu'ils ont déjà touché par anticipation sur un certain nombre de programmes. Voilà, exactement. Effectivement, on va les faire raquer. Il y a une détermination quand même côté bruxellois. Et une fois qu'ils auront payé, à ce moment-là, on rentrera dans les conditions du divorce. C'est à ce moment-là qu'on commencera à étudier, et alors quelle union douanière, puisqu'elle ne veut pas d'union douanière, quel type d'accord ? S'il n'y a pas d'accord, il faudra se retourner vers l'OMC, mais le directeur de l'OMC dit, mais moi, il faut comprendre que dès que ce sera acté, tous les produits made in UK vont se retrouver taxés avec des taxes douanières, des taxes à l'importation, etc. C'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu et qui est très compliqué à expliquer. Ce sera négocié. Oui, faut-il encore avoir les moyens de négocier les gens pour négocier le temps de négocier, et les élections allemandes qui obèrent déjà jusqu'en octobre, parce que tant que les Allemands n'auront pas élu leur Bundestag, bien, ils ne seront pas très disposés à céder quoi que ce soit. Il n'y a pas que le calendrier britannique, hein. Il y a 27 pays. Est-ce que les 27 vont rester unis face à ce débat ? Je vous assure, c'est la bouteille à l'encre. Alors, il y a des États, par exemple, il y a des États de Visegrad, la Pologne et tous les athlètes, refusent absolument de penser qu'elle aura la libre circulation, qu'elle peut renoncer à la libre circulation des personnes et espérer rester dans une espèce d'union avec l'Union européenne. Les Français, évidemment, refusent le passeport financier que la Grande-Bretagne souhaite et rêve de garder, parce que c'est un moyen pour les banques européennes de rester en Grande-Bretagne, mais de pouvoir quand même traiter avec des produits financiers sans être taxés. Donc tout ça est compliqué. Et chacun va rester sur son quant à soi. En tout cas, on peut s'imaginer que ce sera ni comme la Norvège, qui, elle, fait partie d'une union, pas de l'Union européenne, mais un truc européen, j'ai oublié le nom, mais bon. L'Union. Voilà. Ouais, c'est pas une zone de libre-échange. Voilà. Zone de mais libre-échange. elle accepte la libre circulation des personnes et elle donne de l'argent à l'Union européenne, ce que la Grande-Bretagne refusera. La Suisse, elle a la libre circulation des personnes, mais elle refuse le passeport financier. Enfin, elle n'a pas refusé, elle aimerait bien le garder, mais elle ne l'a jamais eu. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné à la Suisse le passeport financier, et pourtant elle a accepté la libre circulation. Theresa May, la première chose qu'elle refuse, c'est la libre circulation, parce qu'elle a peur
elle a peur parce qu'elle a mal géré l'immigration pendant qu'elle était au ministère de l'Intérieur, donc elle a une revanche à prendre là-dessus. Or, le DUP, justement, le parti unioniste, veulent la libre circulation parce que les frontières, c'est la chose la plus importante pour eux, c'est d'éviter la frontière trop rigide. Oui, entre donc, l'Irlande et l'Irlande du Nord. donc il va y avoir des tractations entre ces gens-là. Et quels sont, si on devait lister, les dossiers sur lesquels, vraiment, il sera très compliqué de parvenir à un accord, et ceux sur lesquels on peut arriver à un compromis entre Londres et Bruxelles? Voilà. Facile à faire la liste ou pas? Non? Non, mais je pense que la libre circulation des personnes, j'ai l'impression qu'elle a vraiment promis que c'était quelque chose sur le lequel elle ne blocage, reviendrait pas. Mais maintenant qu'elle est condamnée à travailler avec ces gens d'Irlande, ces Irlandes du Nord, les gens des unionistes, elle sera obligée de revenir là-dessus. Ce qui est déjà miraculeux parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour l'Europe. À partir du moment où elle va lâcher là-dessus, il y a des chances qu'elle puisse lâcher sur beaucoup d'autres points. Parce que du coup, les Européens seront puisque les Européens, c'est quelque chose de fondamental. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il y aura des choses qui vont s'accommoder. Je pense que si elle arrive à cause du fait qu'elle est obligée de négocier avec les gens de ce parti, qu'elle reviendra sur la libre circulation des personnes, ça va lui permettre de négocier plus soft sur le reste. Parce que Français. on parle des Irlandais du Nord, il y a les Écossais, évidemment, qui votaient en même temps, et eux... alors, ils étaient anti-Brexit, mais à fond, et on s'aperçoit que leurs députés, ils s'effondrent, ils perdent la moitié de leurs députés, les Écossais. C'est quand même... C'est un drôle de pays, quand même, c'est une drôle d'opinion publique. C'est un drôle de pays où il y a un désaveu, comme ça, des oligarchies et des gens en place. On se croirait sur le continent. C'est le dégagisme. Vraiment, la Grande-Bretagne est vraiment un pays déteint. étrange. Moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est que le Premier ministre... écossaise, est tout de suite partie sur ses grands chevaux pour dénoncer Theresa May en disant qu'elle devait renoncer à un Brexit dur, elle n'était plus légitime pour diriger la coalition. Ça va être entre les deux femmes, ce sera difficile. Hein. La bonne nouvelle, c'est que les Écossais, quelque part, ont décidé de rester dans l'Union, dans la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Ouais, mais enfin, ils se sont affaiblis. Oui, mais c'est une bonne nouvelle parce que finalement, même pour nous, on aurait eu du mal à avoir une Écosse séparée parce que, par exemple, les Espagnols auraient été vraiment contre parce qu'ils ont très peur que la Catalogne fasse la même chose. Non, mais la Catalogne, les Basques, mais tous, absolument. Extrémadour, Donc on aurait eu du mal et qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait quand même dû les accepter parce que c'est comme les Écossais, ça date de Margaret Stuart, c'est comme une alliance entre la France et l'Écosse qui est importante. Est-ce qu'il y a une logique dans le vote au Royaume-Uni hier? Quand on met bout à bout ce qu'on est en train de se dire, c'est-à-dire le vote écossais, des gens qui sont pro-européens, anti-Brexit, mais qui virent leurs députés qui étaient anti-Brexit, alors que dans le pays, on dit attention, c'est pour le Brexit dur, c'est une claque aussi. Où est la vérité? L'analyse des conséquences, c'est une chose, mais il y a une logique qui est absolument évidente, c'est qu'elle n'a pas réussi à mobiliser son électorat. Elle a fait une mauvaise campagne, et au lieu d'obtenir un blanc-seing, au lieu d'obtenir un surcroît d'autorité, elle se trouve avec une autorité entamée. C'est une femme qui n'a jamais réussi à se faire élire, en quelque sorte. C'est certain. Mais aussi parce que, finalement, le pays était totalement polarisé, ce qui est très nouveau, entre, finalement, les Lib Dem, là, les libéraux, n'ont pas fait du tout un bon score, alors que c'était eux qui disaient qu'ils étaient pour revenir en arrière et faire un deuxième référendum pour le Brexit, contre le Brexit. Mais finalement, c'est des partis polarisés. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, elle a fait une mauvaise campagne, mais surtout, il y a eu beaucoup de gens qui ont protesté, qui qui n'ont pas voulu lui donner son mandat, parce qu'ils se sont dit, elle est complètement partie sur quelque chose de fou. Quelqu'un, hier, dans la nuit, a parlé du fait qu'elle allait faire précipiter l'Angleterre dans une falaise. On était sur une falaise et qu'elle allait nous pousser allait les pousser en bas. Donc les gens étaient affolés. Ils se sont dit, il faut freiner ce cheval déchaîné qui parlait de Brexit dur. Et que... Le jument, oui, déchaîné, oui. Bon, non, voilà pour le Brexit. Comme vous le disiez, Vincent, il y a 2 ans à peu près de négociations, on a encore le temps d'en reparler. Ce qu'on peut observer, faites pas cette tête-là. Non, la migraine britannique va continuer, quoi. Non, mais ça c'est certain. Ça plombe quand même très sérieusement tous les efforts, tous les plans qu'on dressait sur la comète pour relancer la machine. Ouais, c'est dommage. Ça a des conséquences qui sont lourdes.
Je veux dire, ils vont pouvoir écoper sec à Bruxelles. N'en doute. Ce qu'on remarque aussi dans ces élections hier, c'est que Jeremy Corbyn, donc le leader du Parti travailliste, fait un score tout à fait honnête, supérieur aux attentes. Aux États-Unis, il y a eu également Bernie Sanders pour les démocrates lors de la primaire, qui a fait également quelque chose qui a été remarqué. Ce sont des discours, ils portent des discours à gauche par rapport au positionnement de leur parti. Est-ce que les anglo-saxons annoncent un mouvement un petit peu plus profond dans le monde? Ouais, moi, ce que je vois, c'est que les classes moyennes sont appauvries, disparaissent. Et donc, c'est des leaders qui, finalement, parlent à ces gens-là, qui expriment... ces gens sont oubliés, ces gens sont en souffrance, et ils expriment quelque chose qui est fondamental et qui est très nouveau. Dans les 10 dernières années, cette classe moyenne sont en train de vraiment se paupériser. Et donc, du coup, c'est pour ça que ils ont un discours qui les frappe. Moi, j'ai été à Reno écouter Bernie Sanders avant les élections et c'était extraordinaire. Le nombre de gens... Alors, Reno est censé des villes de Nevada qui sont en général totalement républicaines. C'était un raz-de-marée. Il a été acclamé. Et je me suis dit, c'est étrange. Et je pense que c'est quelque chose qui peut venir aussi en France parce qu'il y a une paupérisation des gens et les gens se sentent oubliés. Donc je pense que c'est pas quelque chose d'anodin. Qu'est-ce que vous en pensez? Un discours porté par qui? Parce que là, après, en France, il y a plusieurs lectures qui peuvent être possibles. Malheureusement. En Grèce aussi, en Grèce, Syriza. Mais avant la jacquerie de la part de la population qui est totalement oubliée par les grands centres, avant qu'effectivement la France périphérique sorte... Avec la France, nous, depuis un mois, nous sommes libérés de toutes ces angoisses. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'insurrection de ceux qui ne vont pas voter, de ceux qui se sentent totalement étrangers au débat, de cette classe moyenne qui est paupérisée, qui ne voit pas d'avenir, qui se sent totalement oubliée et maltraitée par la mondialisation, de tous ces gens qui attribuent à l'Europe, dans sa machinerie infernale, la responsabilité de leur déclassement. Mais est-ce que les anglo-saxons sont en avant ou en retard? Quand eux élisaient Reagan ou Thatcher, nous on élisait Mitterrand. Mais vous savez, cette gauche populiste que vous pointez du doigt, aux accents populistes en tout cas, oui, vous l'avez pas forcément d'ailleurs sous l'étiquette de gauche. Mais vous vous l'avez déjà Mélenchon, dans le Front National. En France, oui, vous avez remarqué qu'en France, le Parti républicain, la gauche, la droite, les écolos ont quelques difficultés ces jours-ci. En tout cas, il y en a un qui s'en réjouissait ce matin de ce résultat et de cette poussée de Jeremy Corbyn par rapport, encore une fois, aux sondages britanniques qui ne sont pas très bons. Vous avez sur ce point entièrement raison. Vincent, c'est Alexis Corbière, le porte-parole de la France Insoumise. Je me félicite de la progression évidemment de Jeremy Corbyn parce que en plus il a mené une belle campagne qui m'intéresse, qui était axée sur des questions sociales dans un pays qui est extrêmement touché en vérité par un modèle libéral, néolibéral qu'on voudrait exporter, si je puis dire, en France. Il a mené une belle campagne qui s'est inspirée de ce qu'on a fait à l'élection présidentielle. Je le dis parce qu'il l'a dit lui-même. Puis j'aime bien cette campagne, vous savez, qui avait pour slogan « For the many », pour le plus grand nombre. Pour Jeremy Corbyn, est-ce que, je vais faire un raccourci, mais est-ce que c'est du Jean-Luc Mélenchon? C'est du Jean-Luc Mélenchon, avant que Jean-Luc Mélenchon ne devienne Jeremy Corbyn, quelque part. Parce que c'était vraiment quelque chose que Corbyn a porté depuis très longtemps. Mais Corbyn a commencé par faire un peu ce que Emmanuel Macron a fait, c'est-à-dire qu'il a parlé aux jeunes. Il leur a dit « je vais vous écouter, je vais vous inclure ». C'est pour ça qu'il a été élu comme ça, parce qu'ils ont ouvert le Parti travailliste tout d'un coup à des votes généraux, alors qu'avant il y avait seulement les membres du Parti dur qui votaient. Donc tout d'un coup ils ont eu une ouverture. Et là, Jeremy Corbyn est apparu comme un personnage plein d'espoir, qui donnait de l'espoir à tous ces jeunes. Donc finalement, Macron a fait ça, le président Macron a fait cette espèce de percée vers les jeunes. Et puis après, Corbyn a fait une campagne extraordinaire, surprenamment, en plus c'est surprenant, parce qu'on sait à quel point, il y a 2 ans encore, il disait des choses peut-être totalement exagérées sur tellement de sujets. Et puis là, tout d'un coup, il s'est rangé. C'est le parti travailliste de Tony Blair, quand on entend Mais non, parce qu'il y a le parti travailliste de Tony Blair, qui est un parti centriste, et qui était le New Labour, et puis ça qui est le parti dur, un peu la Tony Benn d'il y a 25 ans, qui est un parti mais dur de dur. Le travailleur, c'est le parti travailliste est fondé sur les syndicats. Le parti travailliste des années 70. Mais complètement. Ouais. Oui, dont le résultat avec Édouard Rhys a été tellement magnifique qu'il a ouvert un boulevard à la reconstruction Wilson, de la Grande-Bretagne surtout, oui. grâce à Margaret Thatcher.
Comparaison n'est pas raison. C'est difficile d'aligner aujourd'hui la France insoumise sur la position de Corbyn. Non. Mais il y a quelque chose de vrai, de toute façon, c'est que Theresa May a fait une campagne d'apparatchik extraordinairement médiocre, où elle n'a pas su parler au peuple, où elle a effrayé les classes moyennes avec sa taxe sur la démence, la sénile. C'est quand même une idée folle. C'est de dire aux gens, si vous avez un peu de biens, eh bien, il faudra vendre votre maison pour payer votre maison de retraite. On vous débarrassera de votre héritage pour financer vos soins. Je veux dire, quand vous faites une déclaration comme ça, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le troisième âge aille à la queue leu voter pour votre candidat. Vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait quand même une espèce à des représailles. C'est incroyable. On est assez loin de l'État-providence dans ce cas-là. C'est le contraire. C'est l'État spoliateur. Hein. C'est une... Ouais. On peut difficilement imaginer quand même un leader, un apparatchik d'un parti conservateur faire une campagne aussi nulle. Bien qu'en France, on ait quand même une grande expérience en la matière. C'est vrai. Merci Brigitte Hadès d'être venue nous voir. Merci Vincent et à bientôt. Restez avec nous dans quelques instants. On fait le point sur l'actualité. Un nouveau journal à 15h.